Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'entrer en conversation avec le professeur Mamadou Diouf. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour. Et merci pour avoir répondu à notre invitation. Mamadou Diouf, vous êtes historien et professeur d'études africaines à l'Université de Columbia à New York. Vous y avez dirigé l'Institut d'études africaines, mais aussi le département du Middle Eastern and South Asian Studies. Auparavant, vous avez enseigné à l'Université du Michigan et à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez également été chef du département de recherche du Kodesria. Vos recherches portent sur l'histoire urbaine, politique, sociale et intellectuelle de l'Afrique coloniale et post-coloniale. Vous avez écrit énormément d'ouvrages, j'en ai dénombré autour d'une vingtaine. J'en retiens quelques-uns. Le Caire au 19e siècle, Tolérance, démocratie and soufisme au Sénégal en 2013, La construction de l'État au Sénégal avec Momar Koumba Diop et Daniel O'Cruz Bryan, L'histoire du Sénégal. Vous avez aussi écrit un ouvrage sur l'historiographie indienne en débat. Aujourd'hui, notre conversation porte sur l'histoire du Sénégal, sur l'histoire de la nation sénégalaise. Et j'aimerais déjà, pour l'entamer, vous demander comment la nation sénégalaise s'est constituée dans le temps historique. Donc, que peut-être revenir un peu sur le Sénégal précolonial et nous dire comment est-ce qu'on a acquis l'indépendance, mais surtout comment l'idée de la nation sénégalaise a émergé et qui en furent les principaux acteurs. Merci beaucoup, Félix. Je vous remercie pour votre invitation et pour me donner l'occasion, effectivement, d'engager un débat qui, aujourd'hui, est indispensable dans la situation actuelle. Comme vous disiez, le Sénégal est en train de traverser une crise, et une profonde crise. Et ce qui est intéressant quand on regarde la crise, c'est comment cette crise est à la fois la crise de l'espace dans lequel nous vivons, qu'on appelle le Sénégal, la crise des institutions qui sont attachées à cet espace, mais aussi la crise des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a une crise morale très très profonde. Et effectivement, dans cette situation où probablement on ne devrait même pas utiliser la notion de crise, la société sénégalaise est en train de se retourner sur elle-même. Parce que justement, et le cadre et les ressources qui ont soutenu sur une longue période, si vous voulez, cette géographie qui est devenue le Sénégal, n'est plus, en fait, si vous voulez, n'a plus l'effectivité, disons que cela a toujours eu. Et c'est vrai qu'il faut retourner à l'histoire précoloniale pour un peu comprendre la trajectoire. Et si on prend cet espace qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal, cet espace est créé par les Français. Et cet espace est créé, si vous voulez, par le développement, la consolidation de la présence française dans cette région. Et cette région, disons, avant la colonie, les historiens l'appellent soit la Sénégambie, c'est-à-dire cette partie qui est du nord de la Gambie, au nord du fleuve Sénégal. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie, une partie de cette Mauritanie fait partie de cette Sénégambie. Et d'autre part, au sud du fleuve Gambie, il y a une autre région dont la dynamique est différente, qu'on appelle la Grande Guinée. Et en fait, si vous voulez, les logiques qui ont présidé à la création non pas d'un espace qu'on pourrait appeler une nation, mais de territoires, de fragments, mais des fragments qui, d'une part, répondent à l'écologie de la région, à des formules d'organisation sociale, de production économique différentes. Ces microcosmes qui ont créé des territoires et des territoires qui ont eu des interactions qui étaient des interactions très dynamiques. Les archéologues appellent cela la logique du clustering.
la création de réseaux. Donc c'est des territoires en réseau qui peuvent à la fois être des entités très larges. Par exemple, si on sort de notre région, qu'on pense à l'empire du Mali, ou si on pense à l'empire du Jolof au Sénégal, en fait, ce qu'on voit, c'est l'association de plusieurs modes de production. Il y a des pêcheurs, il y a des pasteurs, il y a des paysans, il y a des artisans, etc. Et ces logiques ne sont pas des logiques d'assimilation. Ce sont des logiques qui président à la mise en place d'espaces territoriaux, d'espaces économiques, d'espaces linguistiques qui ne fusionnent jamais. Et qui cohabitent. Mais qui cohabitent. Et c'est cette cohabitation, parfois il y a des conflits, mais cette cohabitation crée des espaces qui sont des espaces non seulement fluides, mais des espaces de coopération qui créent une dynamique, qui peuvent créer des dynamiques politiques, mais ces dynamiques politiques ne créent pas véritablement la nation. Elles créent des communautés humaines, des communautés qui peuvent être proches, mais des communautés non seulement qui tiennent à la différence, mais elles tiennent à cette différence parce que c'est cette différence qui est la base de leur interaction, qui est la base effectivement de la création d'un espace qui est un espace à la fois disjoint, mais qui est un espace où tout circule. Et cette circulation, si vous voulez, c'est ça que Barry appelle après cette deuxième phase, l'émiettement. C'est que ce que les empires coloniaux ont fait, c'est d'avoir émietté ces espaces et d'avoir pas seulement, pas détruit, mais d'avoir dérivé leur logique historique. Et c'est pour ça, quand on regarde, par exemple, une carte de cette région, si vous voulez, les Français sont à Saint-Louis. Dès le XVIe siècle. On descend, on a les Anglais à Bathurst, Banjul. On descend, on a les Portugais qui étaient arrivés avant. Et si vous voulez, les empires coloniaux vont tracer des frontières et ont, dans une certaine mesure, un impact considérable sur la géographie des sociétés africaines, mais aussi sur leur anthropologie. Et on revient encore à cette notion, qu'est-ce qui fait communauté à ce moment précis? Et on voit que, et c'est ça l'autre grand paradoxe, tout en créant des espaces homogènes, les empires ne sont pas à la recherche de communauté. C'est pour ça qu'ils vont réinventer la coutume. Ils vont retraditionnaliser les sociétés africaines pour les administrer, parce qu'ils ne vont pas les gouverner. Et ça va créer le troisième problème. Quand on est administré, on est comme une chose, on n'a pas le droit à la parole, et surtout on n'est pas représenté. Quand on est gouverné, on est représenté. Les sujets coloniaux ne sont pas gouvernés. Ce qui veut dire que l'extrême importance du fait de faire communauté, qui crée un espace intellectuel, un espace culturel, et parfois un espace religieux d'échange. C'est un peu ce que Habermas dit. En fait, Habermas dit que c'est le roman qui a créé les nations européennes. Des gens qui ont été capables de lire les mêmes romans, de se faire la même idée de certains espaces, et les journaux qui vont leur permettre d'échanger leurs idées. La gouvernance coloniale ne permet pas ça. La gouvernance coloniale va faire en sorte, et c'est ça qui est intéressant, le lébou, on va le gérer comme un lébou. C'est pour ça que les lébous du Cap-Vert sont la seule communauté africaine qui n'a jamais été considérée comme une ethnie. Ils sont une collectivité.
Et cette notion de collectivité renvoie à la manière dont les Français ont géré la propriété foncière. C'est les seuls Africains qui ont été capables d'enregistrer leur propriété traditionnelle, ce que les Français n'ont jamais accepté. Donc cette dynamique de l'émiettement, cette dynamique de la dispersion a été une dynamique importante et elle n'a pas permis, même dans, si vous voulez, ces territoires coloniaux, de créer un sens de la communauté. Parce que la gestion, si vous voulez, ethnique des populations est dans une certaine mesure la cause du fait pourquoi les Africains, quand ils commencent à se mobiliser politiquement, ils se mobilisent ethniquement. Autour de l'ethnie. Parce que c'est la seule ressource. Donc, et ces opérations de retraditionnalisation, et c'est pas, le système colonial le fait, le système postcolonial le fait. Il y a cette idée qu'on se bat pour créer des Sénégalais, des Kenyans, des Ivoiriens. Il y a cette affirmation des partis qui sont des partis nationalistes. Mais les vecteurs de la mobilisation restent profondément ou religieux ou ethniques et religieux. Alors, ce que vous nous dites, Mamadou Diouf, c'est que avant les indépendances, donc lorsque le fait colonial arrive, ils trouvent des communautés en réseau qui ont des logiques économiques, écologiques, de production de soins, etc., qui coopèrent, qui collaborent. Dans le cas au 19e siècle, vous montrez que leurs différences est gage de leur complémentarité. Donc, il y a une division du travail, il y a des marchés hebdomadaires où ces communautés se rejoignent et viennent apporter leur offre. Donc la différence, elle est importante. Alors, à partir de quel moment? Parce que généralement, on dit qu'une nation, c'est une communauté imaginée, bien évidemment, et qui a un récit pour l'imaginer. Et que généralement, ce sont les élites qui produisent ce récit. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on s'approprie ce récit à partir du bas? Mais dans le cadre du Sénégal, à partir de quel moment on est en train de créer, de fabriquer, dans l'espace de l'imaginaire, ce qu'on va appeler la nation sénégalaise? Et qu'est-ce qui fait que ça opère ou pas? Donc, à partir de quel moment cette fabrication-là opère? Et quels en ont été les ressorts? C'est une question absolument importante, mais aussi très complexe. Je disais tout à l'heure que dans cet espace où nous vivons, cet espace est le produit de la fusion de fragments et de la Sénégambie et de la Grande Guinée. Et ces deux espaces ont des logiques d'organisation, des logiques spirituelles et des logiques mentales différentes. Et les Français ont tenté de créer un espace qui est conforme à leurs intérêts. Et comme vous le savez, c'est ce que j'appelle le modèle islamo-wolof. C'est-à-dire ce modèle d'État colonial qui se met en place avec trois vecteurs. Premier, les Wolofs. Les Wolofs rentrent dans ce système après leur résistance, le Wallo est intégré dans la colonie en 1855. Le Cayor est défait à la fin des années 80 et en fait en 1890 l'Afrique occidentale française se met en place. Donc il y a un espace colonial dans lequel cette colonie du Sénégal fait partie et elle va devenir la capitale de l'espace le plus large. Et ce qui est intéressant quand on regarde le modèle islamo-wolof, il n'est pas aussi un modèle intégrateur. Il n'est pas un modèle intégrateur parce que son produit économique, c'est l'arachide. Et ce produit économique de l'arachide va bénéficier des réactions des populations à l'abolition de l'esclavage et progressivement à l'islamisation et à la résistance des musulmans contre
les autorités traditionnelles. Et l'intérêt, c'est que les marabouts vont utiliser l'arachide d'abord pour se défendre contre l'aristocratie, ce qui va les mettre dans une certaine mesure un peu en phase avec la logique Comme coloniale. l'aristocratie locale. L'aristocratie locale, oui. Et l'intérêt, en fait, c'est cette logique d'une islamisation qui est à la fois une islamisation contre l'impérialisme, mais une islamisation aussi contre les autorités locales. Ce qui fait qu'à un moment, finalement, les Français vont se mettre un peu à côté des marabouts parce que ça va leur permettre de régler la question de l'aristocratie et la question des guerres incessantes du djihad. Et c'est à partir de ce moment que les Français créent leur système de gouvernance. Et dans ce système de gouvernance, ils essaient d'abord d'y associer les chefs traditionnels, ça ne marche pas, ils vont associer les marabouts. Et ils vont créer ce système disons, ce système islamo-wolof avec ses marches, ce que j'appelle les périphéries. Et les périphéries, c'est tout ce qui ne produisent pas l'arachide. Et en fait, même les CRR vont être intégrés dans le système tard, parce qu'ils ont résisté, alors qu'ils sont en fait, au centre du Sénégal. Mais si vous prenez un peu les Halpulaar et les Jola, en fait, ils sont à la périphérie du système et ils sont traités différemment. Et ça va faire en sorte qu'effectivement, l'idée de nation ne va pas prospérer durant toute cette période. Le tournant, il y a deux tournants, qui sont des tournants importants, mais qui sont aussi des tournants politiques. C'est le tournant de l'entre-deux-guerres, entre 1930 et 1940, et ça, on en reparle là. C'est là où l'Afrique rentre dans le temps du monde. En 64, à la réunion du Caire, les chefs d'État africains de l'Organisation de l'Unité africaine décident de l'intangibilité des frontières. Et cette décision de l'intangibilité des frontières est une indication très claire que l'idée dominante durant cette période, c'est une idée de panafricanisme et d'unité africaine. C'est pas l'indépendance des territoires. Les gens essaient de trouver une solution. Alors que dans le projet de De Gaulle, le projet de De Gaulle est très clairement le projet, et encore, je reviens à Senghor, est un projet de balkanisation. Et le fait que Senghor utilise le mot balkanisation, ce qui s'est passé dans les Balkans à la veille et après la Première Guerre mondiale est assez intéressant parce que la balkanisation, elle est positive. C'est l'expression des nationalités qui se battent pour sortir des deux grands empires qui existent, l'Empire ottoman et l'Empire des Habsbourg. C'est ça. Donc, la balkanisation, du point de vue des Grecs, du point de vue des Bulgares, du point de vue des Hongrois, c'est la libération, ce qu'on va appeler la libération nationale. Senghor va l'utiliser négativement pour l'Afrique, qu'il ne veut pas de la balkanisation. Parce que je pense que lui, mais aussi Nkrumah, étaient les rares à comprendre qu'il fallait, si vous voulez repenser les espaces, et les repenser autrement que, en fait, la géographie coloniale. Mais je pense que 64, on peut toujours discuter de cette balkanisation dont parle Senghor, en disant que probablement il n'y avait pas d'autre choix pour éviter des guerres et pour éviter la recomposition, ce qui n'était pas pensé. Mais aujourd'hui, exactement comme en 64, on peut se poser la question de la viabilité des frontières. Si vous prenez par exemple le Sahel et cette fameuse zone des trois frontières,
c'est l'indication la plus forte que cette géographie ne fonctionne plus. Donc, le problème, c'est probablement de ne plus penser en termes de nation. Ce que vous appelez la nation sénégalaise. Mais justement, peut-être avant d'en arriver là, à la question de la reconfiguration de cet espace, je dirais, de communauté politique ou de communauté philosophique historique, comment déjà cette chose qu'on appelle nation sénégalaise a été pensée ou produite? Sur quel fondement? Mais comment Senghor l'a produit, pour faire simple? Sous quel récit? Sur la base, en fait, sur la base d'une fiction, ce qui est normal. Et cette fiction, chez Senghor, c'est d'essayer de trouver des éléments qui peuvent participer à amalgamer les différentes communautés. Et Senghor, théoriquement, l'a pensé. La parenté à plaisanterie, c'est ça qui va créer la nation sénégalaise. C'est ça qui va créer un nouveau discours, de nouvelles formes de représentation. Et c'est ça aussi, quelque part, qui explique sa conception du parti unique. Qu'il n'appelle pas un parti, qu'il appelle un parti dominant ou unifié. Parce que Senghor pensait qu'on pouvait amener tout le monde autour de la table. Et autour de cette table, chacun amène ses ressources et on trouve une solution. C'est-à-dire, sa vision de la nation n'est pas une vision d'homogénéisation. Je pense qu'il considère encore que les fragments sont possibles et qu'il peut y avoir une négociation des fragments. Il y a d'autres façons de penser la nation. C'est peut-être probablement la grande bataille chez Anta Senghor tourne autour d'une idée de la nation sénégalaise qui est une idée culturelle et qui permet de voir quels sont tous les éléments que les différentes communautés partagent et à partir de ces éléments, on peut créer quelque chose d'homogène, quelque chose d'unitaire. C'est-à-dire que le projet de Cheikh Anta est un projet de construction d'une nation à partir des ressources culturelles. Le projet senghorien est plus un projet politique. Mais comment ça se fait que ça tient? Parce qu'effectivement, Senghor réfléchit à comment on passe de la quasi-nation à la nation, et il indique bien que la patrie n'est pas la nation. Ouais. Donc il déploie son dispositif autour du récit et de cette nouvelle production d'imaginaire. Mais pourquoi ça prend? Qu'est-ce qui fait que ça tient? Et qu'est-ce qui fait que l'on s'identifie aujourd'hui en tant que Sénégalais, en dehors de l'hymne national, en dehors des productions habituelles de l'appareil idéologique de l'État? Qu'est-ce qui dans les ressources du pays tel qu'il est, me fait que ce ciment-là tient? Je pense qu'il y a deux choses qui prennent. Si on retourne, par exemple, aux études qui ont été faites sur les confréries religieuses, la confrérie mouride en particulier, de Donald Cruz O'Brien. Donald Cruz O'Brien dit le modèle islamo-wolof a créé une culture unitaire politique et administrative. Et c'est pour cela que le modèle sénégalais, comme il l'appelle, est un modèle qui a eu un succès retentissant. La stabilité du Sénégal, les interactions politiques, la capacité, malgré tous les problèmes, que ce pays a toujours eu des confrontations politiques. Il dit c'est parce que le langage administratif et politique, dès la période coloniale, était traduite par ces intermédiaires qui représentaient différentes communautés. C'est-à-dire qu'il y a une culture politique vernaculaire et cette culture politique vernaculaire alimente l'espace public, qui fait que le Sérère peut arriver au centre, poser ses problèmes, entrer en interaction avec les autres communautés. La deuxième chose qui est importante, c'est le fait que le système repose sur la reconnaissance de leaders et que ces leaders ont en général une très grande légitimité, que ce soit des marabouts, que ce soit des autorités traditionnelles.
Et cette légitimité fait qu'ils ont, en fait, ces chefs ont un pouvoir considérable. Comme disent les anthropologues, ils peuvent faire la police dans leur communauté. Mais non seulement ils peuvent faire la police dans leur communauté, mais dans le système tel qu'il est créé, ils sont capables, avec tous les autres chefs de communauté, de faire la police entre les différentes communautés. Et c'est à la fois cette police communautaire et cette police intercommunautaire, le contrôle, la discussion aussi, qui permet de créer un espace qui serait à la limite un espace civique, l'espace civique dont parle Habermas. C'est-à-dire qu'il y a des ressources coproduites avec l'administration coloniale entre les différentes communautés pour créer un langage qui est un langage unitaire. Est-ce que ce langage donne naissance à une nation? Il est très clair que l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui, hérité du système colonial, a fait que, effectivement, aujourd'hui, au Sénégal, il y a une culture, une nation sénégalaise qui est dans une culture, en fait, où le vocabulaire, les idéologies sont comprises, qu'on soit pour ou contre. C'est-à-dire l'idée que, si vous voulez, c'est pour moi l'ensemble des ressources de cette trajectoire qui explique pourquoi les Sénégalais passent, en fait, ont comme une démarche, qui est une démarche progressive, qui permet non seulement d'utiliser ces communautés qui sont ensemble, mais aussi de poser des questions qui sont les questions de la nation. Si vous vous rappelez, les grandes batailles des années 70, 90 sont des batailles après l'ouverture, ce qu'on a appelé les ouvertures démocratiques, sur l'administration des élections. Et il est très intéressant de comprendre pourquoi en 74, Senghor fait l'ouverture démocratique. Un de mes collègues appelle cela la révolution passive. Face à la crise des années 60, c'est Senghor lui-même qui trouve une réponse pour sauver son régime. Et il est en négociation avec tous les fragments. Et c'est ça qui explique, par exemple, chez les intellectuels et les universitaires, il va créer le Club Nation et Développement, avec des gens qui ne sont pas dans son parti, mais qui lui permettent de penser la crise sénégalaise. Et parce que il a été très difficile de régler la question de l'administration des élections, une administration transparente. Quand Diouf devient président en 81, sa révolution passive, c'est l'ouverture démocratique intégrale, qui lui permet de régler, en fait, d'une part, une ouverture politique extraordinaire, mais d'autre part, un contrôle du pouvoir, où l'opposition ne peut pas prendre le pouvoir. Et c'est très intéressant quand on revisite la période senghorienne, on a tous insisté sur un seul fait, que Senghor s'est choisi son successeur. Mais il y a quelques années, Pathé Diagne a écrit un article extraordinaire. Il dit non, Senghor n'a pas seulement choisi son successeur, il lui a choisi son opposant, Abdoulaye Wade. Et c'est vrai, quand on pense ça globalement, on comprend. Diouf, par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas eu de successeur, mais il a transféré le pouvoir aux technocrates. Et il a éliminé les barons. En fait, ce qu'il a fait, il a tourné. Et c'est probablement ce qui fait le pouvoir des juristes dans notre système aujourd'hui. Diouf a dépolitisé l'espace public et a considéré que tous les problèmes des politiques sont des problèmes juridiques.
Et la technocratie utilisée. Absolument. Et ça a créé la situation dans laquelle nous vivons. Mais on voit aussi comment, en fait, pour revenir à la notion de nation, comment les gens peuvent être mobilisés pour des choses très importantes. Parce que même, je pense que la bataille contre le troisième mandat de Wade n'a rien à voir avec la bataille contre le troisième mandat de Macky. Justement, je voulais en profiter parce qu'au départ, vous aviez dit que le terme crise ne vous semblait pas approprié, qu'il y avait un véritable retournement de ce qui faisait la nation sénégalaise. Alors c'est là où j'aimerais vous poser une question sur les tensions qui nous travaillent, sur aujourd'hui les tensions qui travaillent cette idée des deux nations, et sur les perspectives que vous voyez en termes de réinvention, soit d'extension de la territorialité, la Sénégambie, soit l'idée des deux nations elles-mêmes, mais comment vous voyez les crises ou les tensions qui travaillent ce que l'on a appelé la nation sénégalaise. Oui, en fait, si vous voulez, c'est que l'idée de la nation ne s'est vraiment jamais ancrée. Et pourtant, quand on se voit à l'étranger, on se réfère à cet imaginaire qui est le Sénégal. Il y a l'équipe de foot qui rassemble les gens autour. J'allais prendre cet exemple. On est une nation que quand l'équipe de foot joue. Et ça, c'est valable pour les pays africains. Mais on se rend pas compte que l'attachement à cela ne part pas de cette idée qu'on est dans le même territoire et qu'on appartient au même système culturel. Je veux dire, il y a plein de gens qui adorent Sadio Mané. La manière dont Sadio Mané est adoré en Casamance est différente de la manière dont il est adoré. Oui, parce qu'il y a une identification au Nyancho du Gabou qui vient d'eux, qui porte leur nom, Ismaël Mané, et leurs valeurs. Absolument. Et c'est ça qui devrait nous amener à repenser la nation. Si vous regardez de manière purement intellectuelle, historique, les fondements, les images, les textes, les chansons, les danses de ce moment où la nation sénégalaise émerge, 1960, l'indépendance, s'accorde au 19e siècle. C'est-à-dire, c'est ce moment de résistance qu'on recycle pour servir absolument à l'idée de nation. Et Senghor le fait de manière admirable. Parce que le Sénégal, en fait, on a, si vous voulez, entre guillemets, deux héros. Donc vous dites qu'il manque un nouvel imaginaire de la nation. Absolument. Qui est exprimé par Lat Dior et Faidherbe. On ne peut pas comprendre la nation sénégalaise dans la vision de Senghor sans Faidherbe. C'est celui qui crée la nouvelle nation. Et Faidherbe est complexe parce que c'était un général administrateur colonial, mais qui parlait toutes les grandes langues du Sénégal. J'ai fait mention à Boila parce que ça permet un peu de voir une trajectoire, toujours dans cette idée d'un espace qui est un espace plus ou moins homogène. Quand on regarde les jeunes Sénégalais, qui est association donc d'originaires saint-louisiens qui vont créer les premiers mouvements politiques, en fait c'est eux qui vont arriver à faire élire Blaise Diagne. Mais la plupart des ressources que ces mouvements ont utilisées sont des ressources qui leur ont été affectées par des marabouts mourides qui n'avaient pas le droit de vote. Donc il y a une dynamique qui est aussi une dynamique de consolidation de l'appartenance à une communauté, même si à l'intérieur de cette communauté, les gens avaient des statuts différents. Et l'intérêt, c'est cela aussi. Mais c'est ça qui explique la confrontation Senghor-Lamine Gueye dans les années 50. Et comment des gens qui n'étaient pas citoyens, mais des gens qui étaient citoyens dans le parti de Senghor, le BDS, il y avait Mamadou Dia, il y avait Ablaïli, etc. Ablaïli était citoyen, Mamadou Dia venait en fait du territoire des administrés coloniaux. Donc il y a les velléités
et des expressions politiques qu'on peut penser comme des expressions politiques nationales. Mais la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas examiner plus attentivement les manifestations pour comprendre les expressions politiques qu'on peut dans le même territoire s'engager politiquement, mais en utilisant des ressources qui vous sont propres, qui sont les ressources de la communauté. Et l'idée d'une communauté imaginée de Anderson pourrait être pensée. Moi, je dirais l'idée de communauté au pluriel imaginée. Et l'idée, comme je disais tout à l'heure au début de notre conversation, l'idée que probablement la mise en réseau pourrait être la mise en réseau de communautés, crée aussi un espace politique différent de l'espace de la nation telle qu'elle est pensée telle qu'elle est pensée par Ben Anderson. Et en fait, la grande critique des Indiens, c'est cela, que la communauté indienne imaginée n'a rien à voir avec son idée de communauté. Mais l'autre chose qui est importante, c'est qu'Anderson dit que nous ne pouvons avoir de communauté imaginée qu'en suivant le chemin emprunté par les Européens. Et aussi la critique chez Anderson, c'est de savoir qui imagine la communauté et comment est-ce que les non inclus dans le processus d'imagination se l'approprient. Est-ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une pluralité de communautés imaginées dans ce cas, qui ont réussi à articuler des relations, des transactions et justement quoi, une sorte de rhizome. Mais j'aimerais faire le lien avec notre actualité et vous demander comment est-ce que vous voyez les tensions qui travaillent justement la communauté aujourd'hui dans le temps politique qui est le nôtre. Comment est-ce que vous les analysez? Oui, mais je pense que c'est ça qui nous maintient dans ce même débat. Comme je disais, les imaginaires qui ont alimenté la construction nationale sont des imaginaires qui renvoient au 19e siècle. Donc il faudrait les renouveler à votre avis? Mais elles sont renouvelées, mais le tournant au Sénégal, c'est le 7-7 où ce que les jeunes font, c'est d'effacer les imaginaires du 19e siècle et de revenir avec des imaginaires qui sont à la fois locaux, c'est-à-dire ils retournent aux chefs religieux qui sont dessinés ils retournent aux contes qu'ils connaissent très bien. Par exemple, moi j'étais fasciné par le fait que quelquefois quand on écoutait les chanteurs de rap de cette période, mais ils connaissaient l'histoire locale, mais ils connaissent aussi l'histoire de Mandela, etc. C'est-à-dire, ils peuvent mettre ensemble des histoires locales et des histoires globales. Ça veut dire que les imaginations qui président à la communauté imaginée changent. Et la question, c'est de savoir comment opérer une sédimentation, comment prendre en considération ajout et tri pour pouvoir constamment avoir une communauté imaginée vivante. Et cette communauté imaginée vivante est ce qui fait effectivement problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des décalages, il y a un système déséquilibré dans lequel de multiples imaginaires de plus en plus sont en confrontation. Et ce que cela veut dire pour moi, c'est qu'on ne peut pas créer des nations. Et ça, par exemple, c'est ça qui est étonnant. Senghor et Mamadou Dia disent que la nation africaine ne peut pas être à l'image de l'histoire de l'Europe. Et ils ont écrit là-dessus que cette nation ne peut pas être le produit de cette fusion. C'est une nation qui ne peut exister que par
en fait, par la somme des communautés vivantes. Mais le problème qu'on a dans toute l'Afrique depuis le début, on a accepté le postulat de l'État-nation. Non seulement ça, Ou l'État uninational. Mais l'idée coloniale que l'ethnie, c'est mauvais. Ce qui n'est pas vrai. Et c'est pas vrai parce que la logique du tribalisme, qui est l'utilisation des ressources ethniques à des fins politiques, est totalement différente de l'histoire des interactions entre les ethnies africaines depuis très longtemps. Depuis des périodes qui sont les périodes immémoriales, et c'est vrai. Et le problème qu'on a, c'est parce qu'on n'imagine pas la communauté nationale, si on veut, à ce niveau-là. Parce que si on faisait ça, on pourrait juxtaposer des nations. C'est-à-dire les gens pourraient vivre dans des États où il y a plusieurs nations. Comme en Amérique latine. Oui, et ce qui le montre, qui est très simple, c'est ce qu'on appelle la crise dans les 3 frontières. Parce que si on avait imaginé des États, des nations qui peuvent se joindre et se disjoindre, on pourrait effectivement avoir ces géographies, ces territoires qui sont administrés collectivement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le Burkina, le Mali et le Niger pourraient être ce type d'État où différents espaces sont administrés autrement, conjointement ou non. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il nous faut. La capacité de penser des communautés qui sont dans des logiques de gouvernance, qui sont ou conjointes ou disjointes, en prêtant une plus grande action, si vous voulez, à leur historicité. Donc j'aimerais terminer avec vous sur l'Afrique dans le temps du monde. Je sais que c'est le titre de votre prochain ouvrage. Je dirais pas le Sénégal dans le temps du monde, mais comment est-ce que vous voyez la projection de nos espaces politiques dans ce que vous appelez le temps du monde? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, si vous voulez, j'ai écrit ce livre qui est une réflexion sur l'histoire et comment on écrit l'histoire en pensant au temps du monde et en étant aujourd'hui intellectuellement beaucoup plus marqué par la tradition africaine-américaine et à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire et surtout à lire Du Bois, mais ces livres sur l'Afrique. Et Du Bois c'est intéressant et c'est pour ça que peut-être je suis attiré par le temps du monde. Parce que Du Bois est lu par les Africains américains que ses grands livres sur l'histoire africaine-américaine. Ces livres sur l'Afrique, ils ne lisent presque pas. Et les Africains ne lisent pas Du Bois. Et l'intérêt, c'est quand Du Bois essaie de comprendre le noir dans le temps du monde. Il écrit un livre, The Negro, 1915, où il dit « Le christianisme et l'islam deviennent des religions globales par l'Afrique. Sans l'Afrique, elles ne sont pas globales. » Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais si vous regardez l'explosion de la pensée, en fait, chrétienne, ce qui est de la Mauritanie qui devient l'Afrique du Nord, et si vous pensez au mouvement almoravide et à la conquête de l'Espagne, c'est vrai que l'Afrique joue un rôle central dans ces deux grands mouvements qui sont à la fois des mouvements politiques et des mouvements intellectuels. Donc pour moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment l'Afrique est pensée dans ces différents moments. Un autre moment, par exemple, qu'on connaît pas beaucoup, mais qui est fascinant, c'est l'Égypte. Ce que j'appelle les antiquités africaines. Mais les Africains américains parlent d'Égypte depuis le XVIIIe siècle. Et c'est les premiers à se mettre à lire les penseurs français. C'est pour ça qu'il y a une génération d'intellectuels africains américains qui parlaient couramment le français et l'allemand. Parce que la littérature
sur l'Égypte était importante. Donc pour moi, le temps du monde, c'est ça. Et ce temps du monde, c'est aussi comment les Africains eux-mêmes, et ça on le fait pas aussi, sont entrés dans le débat autour de l'universel. Et là, bien sûr, comme tu sais, je reviens encore à Senghor, mais il n'y a pas que lui, contrairement à ce qu'on croit. Vous savez, dans les années, au cours des années 50, il y a un mouvement étudiant très fort qui c'est le mouvement des étudiants catholiques. Et ce mouvement des étudiants catholiques qui était présidé par Joseph Kizerbo se sont lancés vraiment, et avec Alioune Diop qui était un peu leur parrain parce qu'il s'était converti au christianisme. Et on oublie ça fréquemment. Ouais. Qu'il s'est converti au christianisme. Et donc quand ils organisent le congrès de 56, il y a une résistance à laisser les cathos, en particulier les prêtres catholiques, à prendre la parole. En fait, ils veulent pas qu'ils... Mais en 59, quand le deuxième congrès à Rome, c'est le tournant. Parce qu'il y a deux débats qui sont conduits dans ce milieu chrétien. Le premier débat, c'est le débat existe-t-il ou non une théologie de la colonisation? Et le deuxième débat dans ces années, est centré sur l'universel. Et ce que ces jeunes étudiants disent, que Senghor va adopter, c'est que le message chrétien ne peut pas prétendre être universel si il est engoncé dans la culture européenne. Et ce qu'ils réclament, c'est ce qu'ils appellent le découplage de l'universel de la culture européenne. Et ces jeunes étudiants sont ceux qui vont, semble-t-il, d'après certains historiens, qui vont convaincre celui qui va devenir Jean XXIII, qui était à Paris comme nonce apostolique, de convoquer le concile de Vatican II. Donc ce sont les Africains qui sont derrière l'idée de ce... Parce que le découplage va se faire là. C'est-à-dire, c'est ce moment-là que la messe en latin est abolie. Les messes en langue nationale et les traductions de Bible. Absolument, et que le tam-tam entre à l'église, etc. Et c'est là. Et l'autre chose qui est intéressante, ces mêmes groupes, contrairement à ce qu'on pense, sont pas les groupes marxistes, ils sont les premiers groupes à réclamer l'indépendance. C'est eux, c'est pas la fin. Et donc, cette idée de l'universel devient une idée importante aujourd'hui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, parce que les jeunes Africains sont dans le temps du monde. Ils ne sont plus à la recherche. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça renvoie aux années 60. Si vous regardez les années 60, la production des artistes africains et les discussions sur l'art en Afrique, Senghor va y jouer un rôle important. Ils récusent l'art ethnique, Yoruba, Wolof, soit ils disent qu'ils font de l'art panafricain, ils sont panafricains, c'est Pape Ibra Tall, soit, dans le cas sénégalais, Iba Ndiaye considère que lui, c'est un artiste universel. Il ne veut pas être taxé d'artiste africain. Mais il y a un accord, et cet accord, c'est ils font de l'art, mais ils font de l'art dans le temps du monde. Mais cet art dans le temps du monde, c'est un peu, vous qui êtes musicien, moi, il y a une chose que Youssou N'Dour a dite il y a peut-être 30 ans. Une réaction rapide, quelqu'un lui a demandé est-ce qu'il faisait de la world music. Et il a dit, oui, c'est de la world music, mais le tempo est africain. Et c'est cette recherche d'un tempo africain qui n'est pensable que dans un imaginaire universel.
C'est ça qui a changé et qui met nos pays en crise, mais qui mobilise les jeunes différemment. Moi, je peux lire la bataille pour le 3e mandat ici comme une bataille où, en fait, c'est pas parce que les gens veulent qu'il ne se présente pas. Les gens disent la Constitution ne lui permet pas, point. Donc c'est une bataille et c'est une nouveauté en Afrique, que les gens se battent pour leur Constitution et ce qui est dans la Constitution. C'est une transformation radicale qui va avoir un impact considérable sur les constitutions à venir. Mamadou Diouf, je vous remercie pour cette très belle conversation. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.